Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Porte close, mes choix, mon chez-moi, dédié à la compréhension et à l'aménagement de nos intérieurs. On ferme la porte, c'est parti pour une vingtaine de minutes entre nous. Bon, pour ceux qui suivent, vous me direz que j'ai quelque peu tardé pour ce nouvel épisode. Chaque premier dimanche du mois qu'elle disait. Ouais. Bon, c'est comme ça. Voilà. Non mais ça fait partie de mes résolutions pour 2025. Être plus assidu dans mes posts. De mois en mois, ça me fait hyper plaisir de vous voir toujours plus nombreux lors de nos rendez-vous et j'ai vraiment à cœur d'honorer ça. Cela dit, parallèlement, je travaille tellement à vous accompagner, à être à vos côtés que parfois, je vais vous demander un peu de patience. Bon, il serait peut-être temps de se lancer dans le vif du sujet. Oh, avant ça, même si ça fait un peu tard, bonne année. Plein de belles choses pour 2025, tout ça. Je vous souhaite avant tout la santé, de beaux projets et une vie paisible. Pour la paix, je ne peux rien faire sur ce qui se passe dans le monde, dans votre travail ou dans vos relations. En revanche, vous pourrez compter sur moi pour vous accompagner cette année à créer une paix, un sentiment de bien-être chez vous. Et c'est, je crois, une très bonne base pour le reste. C'est d'ailleurs ça qu'on va aborder dans cet épisode. Savoir identifier ce qui nous aide à nous sentir bien chez nous. Ça nous amène au récit coaching d'une jeune femme qu'on va appeler Gabrielle. Je le rappelle, dans chacun de mes épisodes, les noms sont modifiés. Donc Gabrielle est une étudiante de 22-23 ans. Elle est originaire de province mais a posé ses valises dans la jungle parisienne pour ses études à Sciences Po. Quand on la rencontre, on est face à un petit bout de femme à la silhouette généreuse dont la tête, je me souviens, était couronnée d'une épaisse chevelure châtain ondulée. Elle transpirait une douceur et une gentillesse qu'on devrait voir plus souvent dans ce monde. En tout cas à Paris. Bon, je sais que j'ai l'air de me perdre dans les petits détails, mais je crois qu'ils sont importants. Comprendre la nature du terreau permet de mieux analyser ce qui pousse. J'ai été mis en contact avec Gabrielle par l'intermédiaire d'une connaissance dont la fille était une camarade de classe. Ce n'est pas habituel, mais pour le coup, c'est moi qui ai demandé à la contacter pour lui proposer mon aide. Dans le flot d'une conversation, j'ai eu accès à un bout de son histoire, de son parcours et de ses quelques difficultés face à son logement. Et je ne peux pas m'expliquer, mais quelque chose m'a touchée. J'ai eu envie de la rencontrer et de voir si je pouvais faire quelque chose pour elle. Il faut savoir qu'à son arrivée à Paris, Gabrielle n'a eu aucun problème de logement. Elle a pu poser ses valises dans ce qu'elle appelle son petit studio, mais qui pour moi relève plus de la chambre de bonne. Elle a eu l'opportunité par une tante éloignée qui, avec son mari, s'est constitué un petit parc immobilier et vivent aujourd'hui de leur rente à la campagne. Son précédent locataire partait, Gabrielle arrivait, timing parfait. Pour vous faire la visite des lieux, une fois qu'on a gravi les 6 étages de l'immeuble haussmannien, on arrive sous les toits. Là, on emprunte un long couloir étriqué qui finit par desservir sa porte. Pour la petite parenthèse, en tant que coach en aménagement d'intérieur, me retrouver pour la première fois devant une porte, c'est l'instant que je préfère. Je trouve que c'est un moment grisant. Je ressens un mélange d'excitation, de curiosité, une pointe d'anxiété et parfois. Une porte qui s'ouvre, c'est une invitation à un nouvel univers, un décor avec ses secrets, des personnages dont on va découvrir l'histoire. C'est comme commencer un nouveau livre. Et pour une fervente lectrice comme moi, c'est un moment très plaisant. Bref, je referme la parenthèse. Quand la porte de Gabrielle s'ouvre, on est accueilli dans un espace d'environ 7 mètres carrés, légèrement mansardé. Mon 1m80 est par endroits éprouvé par la hauteur sous plafond. Tout est petit, mais bien là. Les équipements de base, le canapé-lit, la douche, la kitchenette. Bon, pour les toilettes, c'est sur le palier. On ne peut pas tout avoir. Au sol, le parquet en bois est magnifique, mais pas autant que la vue. À travers la petite fenêtre de toit entrouverte, on a une vue imprenable sur les cheminées parisiennes. C'est peut-être un peu cliché, mais le brin de lumière aidant sans doute, je trouvais qu'il flottait ce jour-là dans l'air une odeur poétique. Une odeur poétique et... waouh, d'humidité. L'air est tellement imprégné qu'au bout d'un moment, la respiration en devient désagréable. Un instant, j'hésite.
Vu que la fenêtre n'était pas complètement fermée, je me suis dit que c'était peut-être l'odeur de Paris. Oui, parce qu'on sait, vous et moi, que la fragrance de notre capitale, ce n'est pas le Chanel numéro 5. Mais je me concentre et vraiment, ça sent l'humidité, la moisissure. Du coup, je me tourne vers la fenêtre pour l'observer plus attentivement et là, sur le dessous de fenêtre, je vois ces petites traces noires significatives qui valident mon verdict. Pendant que je scanne la pièce et l'analyse dans ma tête, etc., Gabrielle de son côté m'expose sa vision, ses envies décoratives. Avec beaucoup d'enthousiasme, elle m'explique que depuis que j'ai proposé de la rencontrer, elle a épluché Pinterest et les réseaux sociaux. Avant, elle n'y pensait pas trop à tout ça. À la décoration de son intérieur, je veux dire. Pour elle, tant qu'elle avait un endroit où dormir et où étudier, c'était déjà parfait. Apparemment, c'est les autres qui avaient tendance à voir un problème dans son logement. Bon, vous savez ce que je pense de l'opinion des autres sur son chez-soi. Pour moi, c'est à prendre avec de grandes pincettes. Mais parfois, dans tout le micmac de ces avis qu'on n'a pas demandé, il peut y avoir des remarques intéressantes. On va le voir dans le cas de figure de notre épisode. Je vois Gabrielle me brandir son portable pour me montrer les intérieurs dont elle voudrait qu'on s'inspire. Elle me présente notamment une vidéo de son influenceuse américaine préférée. Une femme qui a clairement l'air d'avoir 10 fois plus de mètres carrés et 10 fois plus de moyens qu'elle. Je profite de ce moment pour vous rappeler qu'en aménagement d'intérieur, la meilleure base pour penser votre projet, c'est vous. C'est votre réalité, c'est vos moyens. Prenez le temps de réfléchir à votre environnement, à vos ressources et vos éventuelles contraintes avant de vouloir regarder ce qu'ont fait les autres qui n'ont pas votre réalité. Libérez-vous, cultivez votre créativité. C'est marrant parce que je me souviens de la scène. Je la revois me montrer avec un réjouissement communicatif toutes ces images d'intérieur grand luxe. Gabrielle dégage une telle lumière qu'on a envie de lui offrir le monde sur un plateau. D'ailleurs, je pense personnellement qu'elle le mérite. Si j'ai voulu la rencontrer, l'aider, c'est parce que j'ai été touchée par son histoire. On m'a raconté que Gabrielle venait d'une petite ville rurale avec un nom dont seuls les petits coins de France ont le secret. Elle a grandi dans un milieu où les aspirations étaient plutôt agricoles. Mais elle a toujours rêvé de Sciences Po. Une envie relevant presque d'une quête de faire entendre aux tables rondes parisiennes les voix des campagnes. Elle a dû batailler contre sa famille qui trouvait ce rêve trop éloigné d'eux, peut-être trop grand pour leur petite Gabrielle. Mais elle s'est armée de courage et n'a rien lâché. Elle a usé les bancs des bibliothèques, elle a épuisé toutes les ressources d'internet pour préparer le concours. Elle a postulé à une bourse et a suivi un programme d'égalité des chances. Et la petite Gabrielle a fini par gagner son sésame pour la cour des grands. Donc vous voyez, pour elle, habiter ce studio à Paris, c'est tout un symbole. Ça veut dire beaucoup. Du coup, elle se réjouit de tout. Elle ne se plaint pas des 6 étages sans ascenseur, du couloir exigu qui manque de lumière, de ce logement si petit qu'on ne pouvait pas y loger des toilettes. Pour elle, tout est parfait. Quand j'ai fini par lui souligner l'odeur d'humidité, j'ai vu dans ses yeux que pour elle, ce n'était qu'un détail. Avec l'habitude, on ne la sent plus, m'a-t-elle dit. Ah, que l'amour rend aveugle. Ou plutôt anosmique. Ça m'embête, mais elle vit dans une bulle de sucre que je vais devoir percer. Pour son bien. Dans mes coachings, je vous dirai toujours, avec bienveillance bien sûr, les recommandations que j'estime bon pour vous. Si parfois ça peut vous sembler amer au début, croyez bien que c'est toujours dans le but que votre vie soit plus douce par la suite. Je finis par faire asseoir mon hôte, il est temps de parler. Dans la démarche pédagogique que j'aspire à avoir, je ne veux pas diffuser mes conseils et dire « faites comme ça ». Dans un premier temps, je veux aider mon interlocuteur à analyser sa situation de manière plus objective, puis l'accompagner vers un raisonnement logique. Dans le cas de Gabrielle, j'ai décidé de lui proposer un exercice sensoriel. Un mélange de méditation guidée et d'exercices de respiration profonde. Le but était de l'amener à délester son esprit de toutes les pensées superflues et à s'ancrer dans l'instant présent. Je voulais qu'elle se connecte à son environnement, qu'elle ressente la matière du bois sous ses pieds.
la température de la pièce enveloppant son corps, le bruit de la rue parisienne au dehors, l'odeur qui lui parvient. Après une série de respirations, elle réouvre les yeux. Et là, je vois dans son regard que quelque chose a fait tilt. Elle comprend. Elle accepte que l'amélioration de son intérieur ne passera pas par un décor d'influenceuse. En tout cas, pas dans un premier temps. Maintenant que j'ai enfin toute son attention, qu'elle est concentrée, on peut parler sérieusement de cette fenêtre. Elle lui explique que depuis son emménagement quelques mois plus tôt, cette fenêtre a toujours eu des problèmes. Et si avant la fermeture était difficile, aujourd'hui elle lui semble carrément compliquée. Du coup tout passe. Les gouttes de pluie, l'air chaud, l'air froid, le bruit. Évidemment, ma première réflexion, qui a peut-être été la vôtre également, a été de demander pourquoi elle ne s'est pas tournée vers sa propriétaire. Surtout que c'est une personne de sa famille. Là, elle m'explique que sa tante est au courant de la situation de la fenêtre et qu'elle lui a expliqué que si elle était dérangée, il fallait qu'elle fasse venir quelqu'un pour réparer. Que puisqu'elle a concédé à sa nièce un loyer avantageux, il était normal qu'elle gère les éventuelles réparations elle-même. Ça paraissait à Gabrielle un deal honnête. Elle était déjà tellement reconnaissante de cette opportunité de logement qu'elle ne voulait surtout pas faire de vagues. D'ailleurs, je comprends que beaucoup de petits travaux de rénovation viennent d'elle avec l'aide de ses proches. Mais là, la fenêtre, c'est au-dessus de ses moyens. Elle ne se voit pas demander de l'argent à ses parents. Elle s'est dit qu'elle verrait plus tard. J'aurais pu m'arrêter là. Recommander à Gabrielle d'insister auprès de son propriétaire pour faire réparer sa fenêtre et se revoir après pour penser son aménagement. Mais même si je n'ai passé qu'une bonne demi-heure avec elle, il me semblait avoir saisi le personnage. J'étais persuadée que si je passais cette porte, elle n'en ferait rien et continuerait à trouver des solutions pour vivre comme ça. Après tout, c'était juste le temps de ses années étudiantes. Mais même si on ne s'en rend pas compte, quand notre environnement ne nous apporte pas de confort, il nous use. Il aspire notre énergie. On est plus souvent fatigué, on dort mal, on tombe souvent malade, on peut avoir des coups de blues inexpliqués. Là, elle est dans les premiers mois d'amour, où tout est beau, excitant. Mais après, qu'en sera-t-il quand la magie sera retombée, les premières journées fraîches installées? Donc, dans le cadre de mon coaching, j'ai décidé de transformer une reco en action. Et si on appelait la tata? Oui, allô, bonjour madame, brigade des logements foireux, vous avez 5 minutes? Bon, bien sûr, je n'ai pas dit ça. J'ai eu avec la dame un échange très courtois. Mais j'ai tenu gentiment mais fermement à lui rappeler sa responsabilité dans cette histoire de fenêtre. De là, elle me rappelle ce que m'a dit Gabrielle, savoir qu'elle s'estime déjà bonne de lui avoir proposé un logement à loyer avantageux. Que c'est Paris, qu'elle pourrait très bien se retrouver en une après-midi un autre locataire pour un loyer plus cher. Mes chers auditeurs, nous allons être dans la minute droit locatif. Je vais vous citer par extrait l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Voilà ce qu'il nous dit. Le bailleur est obligé, petit 1, de délivrer au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé. Fin de l'extrait. Petit 2, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état à l'entretien normal des locaux loués. Fin de l'extrait. En résumé, le propriétaire doit s'assurer que le logement reste en bon état et prend en charge les réparations importantes, toiture, chauffage, isolation. Si un manquement est constaté, le locataire peut exiger la mise en conformité. De là, on s'engage avec la chère tante dans une joute verbale, mais toujours très courtoise. Chacune montre sa détermination. En vrai, je mourais d'envie d'être plus offensive, parce que pour moi, la situation n'était pas normale et j'étais sidérée qu'elle soit prise avec autant de détachement. Cela dit, je voyais Gabrielle me regarder avec beaucoup de crainte à converser ainsi avec sa tante. Et je me suis dit que bon, le but n'était pas non plus de lui causer des problèmes pour son logement et plus encore dans ses relations de famille. Du coup, je me suis dit qu'il convenait de trouver un consensus.
Une solution à mi-chemin entre ce que la tante concéderait de faire et ce qui resterait accessible pour Gabriel. J'ai donc suggéré que les frais de réparation soient supportés à 70-30. 70 pour le propriétaire bailleur, bien évidemment. Dans un premier temps, elle a refusé, remettant sur le tapis qu'elle n'avait pas les moyens, que c'était par bonté d'âme qu'elle a mis à sa disposition ce logement bien situé à Paris, qu'elle pourrait trouver quelqu'un d'autre, etc., etc. Sauf que, là, il y a une leçon à prendre. Une leçon de sociologie. Et elle porte sur la domination symbolique. La domination symbolique, c'est quoi ? C'est un concept développé par le sociologue Pierre Bourdieu. Merci Pierre pour l'héritage. Il désigne une forme de pouvoir qui s'exerce de manière discrète et implicite, sans recours à la force par l'adhésion des dominés aux valeurs et aux normes imposées par les dominants. Autrement dit, du fait de notre origine sociale, de notre genre, de notre âge ou plein d'autres facteurs, on peut avoir intériorisé un certain ordre social qui nous semble légitime et qui va influencer la manière dont on va réagir dans certaines situations. Pour vous donner un exemple, une fois dans le métro, pour une vague histoire de bagages, une vieille dame m'a injustement crié dessus. Et je n'ai pas vraiment réagi. Parce que dans la manière dont j'ai été éduquée, j'ai été sensibilisée très jeune au respect des aînés. Ce qui fait que c'était difficilement imaginable pour moi de lui répondre sur le même ton qu'elle. Dans le cas de Gabrielle, j'entends qu'elle puisse avoir du mal à faire entendre sa voix face à sa tante. Non pas parce qu'elle serait naïve ou trop gentille ou ignorante de ses droits. Après, peut-être un peu de tout ça, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il faut comprendre qu'elle est dans une situation particulière où elle est socialement parlant une jeune face à une adulte et de sa famille en plus. Qu'elle sait qu'elle profite d'une opportunité de logement qu'on a mis à sa disposition, et on sait que se loger c'est difficile. Et par ailleurs, on lui rappelle constamment qu'elle bénéficie d'un loyer avantageux. Donc bon, je comprends que pour Gabrielle, ce n'est pas évident de s'imposer dans ce contexte, et que ça semble beaucoup plus simple d'occulter le fond du problème qui semble ne pas avoir de solution par rapport à son contexte, et donc de s'attacher à des idées qui relèvent du pansement sur la jambe de bois quand elle pense à l'aménagement de son intérieur. C'est humain. On manque souvent de recul par rapport à nos propres situations et c'est pour ça que ça peut être bien de se faire accompagner et bénéficier d'une expertise extérieure. Du coup, face à la tante, certes, je ne suis pas une experte en droit locatif, mais je sais écouter. Et j'ai bien compris dans nos échanges que le précédent locataire semble être parti à cause de ce problème de fenêtre qui ne semble pas dater d'hier. Je me suis donc permise de lui rappeler que ce logement constituait son patrimoine et qu'elle avait tout intérêt pour elle-même à l'entretenir dans le temps pour qu'il continue à avoir de la valeur. Que si Gabrielle partait, ce n'est pas dit que le prochain locataire, trouvé en une après-midi, je vais bien le croire, soit aussi conciliant que Gabrielle. Il va peut-être signer le bail, puis décider d'arrêter de lui verser le loyer jusqu'à ce que des travaux soient faits pour réhabiliter le logement. Est-ce qu'elle peut se le permettre ? Ah ! Je constate que mes mots ont semé des graines qui ont poussé aussi vite que des légumes en agriculture intensive. D'un coup, elle me sort le nom d'un contact menuisier de son mari, qui lui doit un service en plus et qui pourrait leur faire un prix. Que si Gabrielle s'engage à participer aux frais, elle s'engage de son côté à faire rapidement réparer la fenêtre. Voilà, l'histoire s'arrête ici. Bon, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cet épisode ? Ce n'est jamais une perte de temps que de se poser 5 minutes un jour chez soi et de se demander comment on s'y sent. De faire preuve de lucidité et de se dire « À quoi je m'attaquerais si je n'avais pas de contraintes de temps, d'effort et d'argent ?» C'est une réflexion qui peut nous aider à repérer ce qu'il y a à faire pour améliorer notre intérieur et notamment identifier les urgences. Notez ça quelque part et traitez ces points au fur et à mesure de votre temps et de vos capacités. Parce que oui, on va bien volontiers penser et s'occuper de changer le meuble télé, de refaire la peinture, voire de réparer la chaise qui crie au secours depuis des mois quand vous vous asseyez dessus. Parce que c'est des postes simples et accessibles, même si même pour eux, on peut avoir tendance à traîner des pieds. On se sait. Mais alors, pour les postes les plus importants, comme changer la porte palière pour améliorer son confort en diminuant les bruits de couloir, faire réparer la fenêtre pour améliorer son isolation thermique et phonique, faire dégraisser la cuisine qui vous donne un haut-le-cœur à chaque fois que vous y mettez un pied et j'en passe. C'est ces postes qui nous impactent le plus, et pourtant, c'est eux qu'on va avoir tendance à ne pas voir.
Parce qu'on sait inconsciemment que c'est des postes qui vont nous demander le plus d'investissement, en temps, en énergie et en argent. Et on vit dans des vies tellement denses que si on peut se soulager d'un poids, on le fait bien volontiers. Mais est-ce qu'on se rend réellement service ? Est-ce que se sentir bien chez soi, ça ne vaut pas plus que tout ? Bon, ne soufflez pas, on est ensemble. Je suis là pour vous aider à améliorer votre intérieur. N'hésitez pas à me contacter pour une session coaching via ma page Instagram. Je vous laisse le lien en description. Allez, je vous mets à la porte. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Et en attendant, prenez soin de vous.